Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h pour développer les grands titres de l'actualité de ce mardi soir. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean-Louis. À la une ce soir, les fouilles en Alsace pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui avait disparu en septembre dernier. Son ADN a été retrouvé il y a quelques jours dans une voiture volée. On en parle avec nos spécialistes et nos invités en plateau. À la une également, cette alerte météo, 56 départements en vigilance orange, 11 pour orage, 45 pour canicule. Et ça pourrait entraîner également d'importantes précipitations dans la soirée entre le Cher et la région parisienne. Et ça perturberait probablement aussi des épreuves olympiques. Et puis, bien sûr, on va s'intéresser évidemment aux Jeux Olympiques avec une bonne nouvelle. Ça ne va pas vraiment vous surprendre. Le nageur Léon Marchand vient de se qualifier il y a quelques minutes pour la finale du 200 mètres papillon. Et on commence donc avec ces recherches aujourd'hui pour tenter de retrouver le corps de la jeune Lina, 15 ans, qui n'a plus donné signe de vie, Fanny, depuis le 23 septembre dernier. Oui, en effet, des recherches sont actuellement menées dans les Vosges. C'est là qu'on vous retrouve, Élise Phillips. Vous êtes notre envoyée spéciale à Sénonne, lieu des recherches. Un important dispositif de gendarmes est mobilisé depuis ce matin. Oui, un dispositif de 80 gendarmes qui se sont déployés donc depuis ce matin dans une zone qui est située proche de là où nous nous trouvons. On est dans le massif des Vosges et la zone de recherche est assez vaste avec des endroits assez escarpés, notamment en forêt. Il y a aussi sur cette zone de recherche des plans d'eau, des étangs par exemple. Donc c'est une zone de recherche vaste, des recherches compliquées qui pourraient donc prendre du temps, peut-être plusieurs jours. En tout cas pour le moment, la jeune Lina n'a pas été retrouvée. Parmi ces 80 gendarmes qui font partie de ce dispositif, on sait qu'il y a des gendarmes du Grand Est, une vingtaine de membres de la cellule d'enquête qui avait été créée spécialement en septembre pour retrouver la jeune Lina, et des membres de l'IRCGN aussi, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, venus spécialement de région parisienne, parce que parmi ces membres de l'IRCGN, il y a des experts. Par exemple, il y a un expert en géoradar, un spécialiste de la modélisation des lieux ou encore un archéo-anthropologue qui ont tous des compétences très poussées, très fines et qui permettent d'orienter les recherches à tel endroit. Et puis, ces gendarmes sont aussi épaulés sur le terrain par des chiens spécialisés en recherche de restes humains. On sait que les gendarmes orientent les recherches depuis ce matin dans cette zone parce que, ils s'appuient sur les résultats de toutes les analyses qu'ils ont pu faire au cours des derniers mois, notamment l'analyse du véhicule du principal suspect. En analysant toutes les données du véhicule, ils ont pu déterminer que potentiellement ce véhicule avait pu stationner, être dans la zone, dans cette zone de recherche là où se concentrent les gendarmes. Pour le moment, la piste qui est privilégiée est la piste privilégiée depuis le début par les enquêteurs, celle d'un enlèvement, une mauvaise rencontre peut-être. Et pour l'instant, la jeune fille n'a pas été retrouvée, mais 10 mois après sa disparition, les chances de la retrouver vivante sont assez minces. Merci Élise. Élise Philippe sur place pour BFM TV avec Hugo Dorsemen pour les images. Et évidemment, on en parle avec nos invités ce soir. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, consultante BFM TV est avec nous. Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV également. Marc Roland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association des gendarmes et citoyens aussi. Et puis nous retrouvons Bernard Boulou, avocat, spécialiste des affaires de disparition et membre de l'association Assistance et Recherche des personnes disparues. Merci d'être avec nous à distance. On va d'abord faire le point sur ces recherches et sur l'enquête de manière générale avec ces nouveaux éléments, Guillaume Fard, dont on parlait tout à l'heure, puisque maintenant on en sait un peu plus sur le profil notamment du principal suspect. Oui, cet homme qui est suspecté est âgé de 43 ans, il a des antécédents judiciaires pour des faits notamment de vol, voilà ce que l'on a appris tout à l'heure au service police-justice de BFM TV. Et évidemment, le fait qu'il soit suspecté donne une orientation supplémentaire à cette enquête. Ça a recentré la zone de recherche sur l'est de la France, puisque d'abord on avait regardé du côté du sud. Oui. C'est là où la voiture a été retrouvée. Mais là, aujourd'hui même, les gendarmes ont mené des investigations, des fouilles, en clair, dans un périmètre bien précis des Vosges, mais néanmoins dans le département du Bas-Rhin. Donc ils devaient sans doute avoir une information comme quoi il s'agissait de la zone dans laquelle il fallait rechercher Lina. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette zone qui a fait l'objet de fouilles, c'est une zone qui est une zone rurale, éloignée, il n'y a pas vraiment d'habitation. Donc vous recherchez, hélas, plutôt une personne morte qu'en réalité une personne en vie, si vous cherchez précisément dans cette zone la jeune Lina. Alors l'élément qui est important, c'est qu'on retrouve cet homme, ce meurtrier présumé, grâce à cette voiture.
Oui, c'est cette voiture qui est vraiment l'élément clé. Lina, on avait définitivement perdu sa trace à partir du 23 septembre. Les derniers témoins l'avaient vu marchant au bord d'une route, se rendant de son domicile, enfin le domicile de sa mère, jusqu'à la gare pour ensuite prendre un train pour Strasbourg. À 11h22, ce samedi 23 septembre dernier, son téléphone cesse d'émettre et puis plus rien. Plus de témoignages, personne n'avait déclaré l'avoir vu, selon nos informations. Et là, cette voiture sur laquelle travaillaient les gendarmes, l'ADN... Une voiture parmi des dizaines d'autres. Oui, c'était une voiture qui en plus n'était pas la voiture initialement recherchée. On avait beaucoup parlé d'une Clio de couleur sombre au départ de cette enquête. En fait, il ne s'agit pas de ce véhicule-là. Et cette voiture a attiré l'attention des gendarmes. Ils l'ont recherchée assez longuement. Ils ont fini par la retrouver dans le sud de la France. Et à ce moment-là, on la confie à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. On réalise un certain nombre de prélèvements et donc l'ADN a parlé. Lina a bien été transportée dans cette voiture. Après, vous vous tournez vers le conducteur. Ouais. Et le conducteur, c'est cet homme qui a été retrouvé mort chez lui à Besançon, où il a résidé et il s'est suicidé. Donc évidemment, par rapport à l'évolution de cette enquête, ça ouvre tout un tas de questions. Et justement, Marc Rolland, on en parle avec vous de cette enquête qui prend un tournant un peu spécial, puisque, comme on le disait, le principal suspect est mort, qu'il va falloir retrouver Lina, morte ou vivante, que donc ces recherches sont entreprises dans les Vosges, dans ce secteur, où visiblement les gendarmes ont trouvé quelque chose, un point d'intérêt. Tout à fait, et nonobstant le décès de ce suspect, important, un dossier, un témoin important dans ce dossier-là, il n'en demeure pas moins qu'on peut travailler sur son profil, son environnement, ce qui va permettre quand même d'avoir des éléments probants pouvant orienter l'enquête, et je pense notamment à son environnement familial, social, professionnel, mais également ses habitudes qu'on peut étudier au travers de sa téléphonie, de l'espace immatériel, numérique, son activité bancaire, ses loisirs, ses points de chute, tout ça par le témoignage recueilli auprès de sa famille, de ses amis, de ses employeurs, possiblement. Donc on a les éléments qui permettent d'arriver à cet homme. Il y a des fouilles qui ont débuté il y a quelques heures sur le terrain. Qu'est-ce qu'on attend de ces fouilles avec 80 gendarmes mobilisés? Évidemment, des traces de Lina. En tout cas, on cherche des éléments matériels pouvant consolider la thèse criminelle d'une part, et surtout retrouver Lina, des vêtements, des fragments d'os, enfin tout ce qui peut apporter, abonder la manifestation de la vérité, tout à fait. Johanna Rosenblum, ces recherches, elles ont pris un tournant différent, elles se sont accélérées pour mener donc à cette proximité, vraisemblablement, de retrouver Lina ou son corps. Qu'est-ce que ça peut apporter comme émotion, comme information à sa famille qui, depuis 10 mois, forcément, garde espoir? Oui, depuis 10 mois, c'est une famille qui tient grâce à l'espoir. C'est ce qui permet évidemment de tenir, de retrouver son enfant en vie. Mais à ce stade de l'enquête, je pense que le plus important, c'est d'avoir des réponses, quelles qu'elles soient. Parce que c'est une vraie torture, en fait, ces incertitudes, le fait de ne pas savoir. Il n'y a rien de pire, je pense, pour des parents. Et maintenant, avoir une avancée de l'enquête, une annonce aussi tragique qu'elle soit, ça permettra aux parents d'entamer non seulement un travail de deuil, le cas échéant de se recueillir sur la dépouille de leur enfant et puis de comprendre enfin ce qui s'est passé. Ça leur permettra non pas d'avancer, mais d'apprendre à vivre, à survivre avec l'absence de leur enfant. Guillaume Fard, dès que les enquêteurs ont des éléments, ils communiquent avec la famille? Alors, c'est pas automatique, mais il y a des liens, et des liens évidents. D'abord, la famille, elle sert dans les premiers temps de l'enquête à donner des informations. La mère de Lina, il faut quand même rappeler qu'aux environs de 13h le 23 septembre, le jour de la disparition de Lina, c'est elle qui fait le 17. C'est elle qui appelle les gendarmes. Donc il y a un lien qui se crée, et ce lien est d'autant plus fort que plus les investigations se poursuivent, plus les gendarmes peuvent avoir besoin de recueillir des éléments, de confronter, de vous entendre, de partager, d'échanger. Il y avait dans les premiers temps de cette enquête la question du petit ami de Lina aussi. Donc, non pas qu'il a été suspecté, mais néanmoins Lina devait le rejoindre. Donc forcément dans les auditions, dans les questions, dans le recueil du témoignage de la maman, on va interroger, on va demander quelles étaient ses habitudes, qui elle fréquentait, qu'est-ce qui s'était passé dans les années précédant cette disparition. Enfin,
Vous créez un lien et donc via son avocat, elle peut correspondre avec les magistrats dans le cadre du secret de l'instruction évidemment, et elle peut aussi échanger avec les enquêteurs. Donc là, on est dans une affaire qui est un peu atypique par rapport aux autres, dans le sens où les enquêteurs ont beaucoup de temps d'avance sur les médias. Donc nous, on a appris des choses vendredi d'abord, puis aujourd'hui ensuite. C'est vrai que ce sont des faits qui remontent déjà à des dizaines de jours. Oui. Plusieurs semaines. Et en fait, donc, les gendarmes ont un très grand temps d'avance. Donc le secret de l'instruction a été très très bien préservé, ce qui vous permet aussi de préparer la famille à certaines annonces. La procureure de la République de Colmar, elle a communiqué vendredi. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de cette affaire. Et donc on peut imaginer que si elle communique vendredi, un jour de Jeux Olympiques, très forte actualité par ailleurs, c'est qu'elle a préparé aussi la famille en amont. Alors il y a aussi, justement, on parle de la famille, cette déclaration indirecte par voie d'avocat de la maman de Lina. Son avocat donc dit que cette femme fait toute confiance à l'équipe de la section de recherche de la gendarmerie, mais qu'elle attend avec inquiétude certes ce qui va se passer. Les parents de Lina, ils sont prêts, autant qu'on puisse l'être en tout cas, à entendre aujourd'hui que leur fille pourrait être décédée? Prêts, jamais. Jamais, mais je pense qu'ils ont besoin de réponses. Comme je vous disais, l'incertitude, le fait de ne pas savoir, c'est une porte ouverte vers des ruminations, des anxiétés majeures, des symptômes anxio-dépressifs. C'est insupportable de ne pas savoir. Donc là, ils ont besoin de savoir. La maman de Lina était très courageuse depuis le début. Elle communique beaucoup. On sent qu'elle a des facultés à verbaliser autour de son enfant, à faire vivre Lina dans les esprits de tout le monde depuis 10 mois. Elle a certainement cette capacité aussi de se reposer sur les liens sociaux, la famille, les gens qui l'entourent pour traverser l'épreuve. C'est sa façon de faire. Les autres membres de la famille ont été un petit peu plus discrets. Donc, j'imagine qu'elle est bien entourée et qu'elle a pu, j'espère, se préparer à toute éventualité ces prochains jours. Donc cette enquête, ces fouilles, ces recherches se poursuivent depuis ce matin sur place dans les Vosges. Vous l'avez vu notamment avec Elise Phillips sur place. Et parmi les moyens qui sont déployés, il y a aussi l'emploi de ces chiens, d'une brigade cynophile. Des chiens précis, des chiens qui viennent du centre de Gramat, dans le Lot. Alors Antoine Bouvresse est vétérinaire, comportementaliste, et il nous a expliqué en quoi ces chiens étaient spécifiquement utiles dans le cadre de cette affaire. La spécificité chez le chien, le travail de nez au sens large, on le divise un peu en deux catégories. D'un côté, le pistage sur une piste relativement récente, éventuellement en lui faisant sentir une odeur de la personne qu'on est en train de rechercher. Ça, c'est sur des pistes chaudes, c'est du pistage. Et à l'inverse, ici, c'est-à-dire qu'on va faire de la recherche de corps ou de la recherche de restes humains. Et là, on n'est pas sur un itinéraire du point A au point B. On a une zone de recherche et c'est à l'intérieur de cette zone de recherche que les chiens, on leur a appris à rechercher et à discriminer un certain nombre d'odeurs. Voilà le dispositif sur le terrain avec les chiens, Marc Rolland, dispositif humain très important, dispositif également technique. On va commencer par les hommes. Déploiement très important sur le terrain depuis quelques heures avec 80 gendarmes mobilisés. Ils font quoi ? 80 gendarmes monopolisés et surtout des gendarmes qui disposent de compétences et d'expériences variées, utiles pour le service du quotidien. Et je pense effectivement à nos médecins, nos pharmaciens issus de l'IRCGN, l'Institut criminel de la gendarmerie, qui sont des officiers commissionnés, des gens qui sont engagés, embauchés en raison de leurs compétences et de leur technicité. Des scientifiques, c'est ça ? Tout à fait. Donc, qui vont intervenir dans un second temps. D'abord, il y a la recherche. Tout à fait. Alors, la recherche, effectivement, elle est plus dédiée à des hommes issus des groupements du 67, du département du Bas-Rhin et de la compagnie de Molsheim, par exemple. Ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la population, qui sont en immersion complète dans leur territoire et au sein de leur zone démographique. Donc, ils ont une capacité de chercher manuellement. Mais dès lors qu'on aura trouvé quelque chose, il convient de préserver les lieux, justement pour que, lors de cette seconde phase d'investigation, les sachants, nos techniciens en identification criminelle, puissent appréhender la scène de crime, consolider ce qu'ils observent, mettre sous scellé les objets trouvés et pouvoir les transporter en analyse auprès des laboratoires. Mais comment on accède à la scène de crime ? C'est-à-dire qu'il y a des battus, ils vont d'un point A à un point B, qui le définit concrètement ? Alors pour ça, effectivement, c'est très technique. Au-delà de cette apparence de doux promeneur équipé de sac à dos, il y a effectivement
une mesure, une méthodologie pour pas polluer les Seines. On carroie le terrain, on investigue le terrain par carrés successifs, avec un segment de 100 mètres carrés par exemple. Et puis, une fois que la zone est purgée, elle est certifiée par procès verbal, on n'y revient plus. De telle sorte qu'en procédure, on peut dire que cette zone calée entre Y et X a été vérifiée, a été fouillée, il n'y a rien. Ceci Et veut on donc passe dire... à la zone suivante. Exactement, c'est progressif, c'est méthodologique, c'est carroyé et c'est piloté effectivement par des technologies modernes, un certain drone par exemple. Alors Guillaume Fard, justement, parmi les technologies employées, il y a ce géoradar. En quoi ça consiste? À quoi ça sert? Ça sert à fouiller les sols. Voilà, ça sert essentiellement à ça. C'est un gros appareil. On l'avait utilisé dans l'affaire Jubilard, d'ailleurs. Hein. La maison de Cédric Jubilard avait été passée au géoradar. Les murs avaient été sondés, effectivement, Voilà, et les sols, la cave. C'est ça, et ça permet de vous dire si en dessous, notamment dans les sols ou derrière une cloison épaisse, généralement c'est plutôt les sols, il y a ou pas un corps. Donc évidemment, vous recherchez plutôt une personne morte quand vous utilisez ce type d'engin. Mais les gendarmes déploient de gros moyens. Donc si vous avez 80 gendarmes, géoradars, chiens sur une zone de recherche bien précise, c'est que vous avez de bonnes raisons de penser qu'il peut y avoir quelque chose à cet endroit. Et c'est souvent le GPS de la voiture qui peut vous guider. Au fond, qu'est-ce que vous avez comme piste? Vous avez un homme, il s'est suicidé. Est-ce qu'il a laissé une lettre, des éléments? Rien ne l'indique. Néanmoins, vous avez cette voiture. Elle a parcouru certains itinéraires. Si on émet un instant l'hypothèse que cet homme s'est rendu dans ces lieux, pourquoi est-ce qu'il se serait rendu dans des lieux plus ou moins reculés, plus ou moins inhabités, à une date proche de la disparition de Lina? Vous pouvez raisonner comme ça. Et ainsi avoir des zones de recherche. Alors, qui est-ce qui coordonne le travail des enquêteurs? Ce sont les juges d'instruction qui sont chargés du dossier, qui disent à tel moment, il faut aller à tel endroit pour faire ceci ou cela? Oui, là c'est une information judiciaire. Donc ce sont des magistrats qui sont en charge de cette instruction et donc ils dirigent l'enquête. Mais ensuite, il y a évidemment des gendarmes qui mènent les investigations. Et donc c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est pas les magistrats qui peuvent dire fouiller à tel endroit et qui ont toujours les connaissances techniques d'ailleurs sur ce qui peut être déployé en termes de matériel, d'enquêteurs spécialisés. C'est une discussion, mais ça se fait en très bonne intelligence. Bernard Boulou, avocat spécialiste, on le rappelle, des affaires de disparition. Il y a donc cette affaire qui s'est accélérée ces derniers jours avec cette découverte de l'ADN, avec cette découverte d'un véhicule, donc, avec la découverte aussi d'un potentiel suspect qui s'est suicidé. Et donc, juridiquement, ça veut dire que si cette personne était responsable, il n'y aura pas de procès pour les parents, pour la famille de Lina? Alors, pas tout à fait. Pour ce qui concerne la personne suspectée qui s'est suicidée, on peut considérer que pour elle, il n'y aura pas de procès puisqu'elle est décédée. Donc, l'action publique s'est éteinte. En revanche, si cette personne a œuvré avec d'autres personnes, donc s'il y a des complices, s'il y a des personnes qui savaient quelque chose, des proches par exemple, mais qui n'ont rien dit, qui se sont tus, en revanche, effectivement, il pourrait y avoir des procès contre ces personnes-là. Et donc, on ne peut pas exclure toutes sortes de procès. Alors, ce ne sera pas forcément la cour d'assises, mais ça sera le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger, pour non-dénonciation de crime, ou pour recel de cadavres, par exemple, si la personne a aidé à cacher un corps. Donc, il y a des tas d'infractions qui existent et qui peuvent être poursuivies contre les personnes vivantes. Vous avez l'habitude de ces affaires de disparition, maître. Ce qu'on vit aujourd'hui avec ces fouilles et cette enquête qui est relancée, ça montre pour les familles, on l'a évoqué tout à l'heure avec Johanna Rosenblum, ça montre qu'il y a toujours un espoir, qu'il faut toujours se raccrocher à un petit fil et y croire. Tout à fait, c'est ce que je disais, moi, du temps de l'affaire Lelandais à Chambéry, je défendais la famille du caporal Noyer. Je disais que tant qu'on n'a pas retrouvé des restes de la personne disparue ou la personne disparue elle-même, il y a toujours une lueur d'espoir. Alors même si parfois cette lueur d'espoir a tendance à s'amenuiser de manière considérable, mais le papa, la maman, les frères, les sœurs pensent toujours que la personne peut être encore vivante. Donc cette lueur d'espoir, elle existe toujours. Après, c'est vrai que selon les personnes, eh bien, elles vont déjà commencer à se résigner à penser au pire.
et à se préparer à entendre des choses très difficiles. Mais voilà, donc chacun vit ça un peu à sa manière, selon sa propre vie, sa propre histoire. Mais c'est une torture quotidienne pour chacun des parents. Très sincèrement, là, ce qu'ils doivent vivre aujourd'hui, ce qu'ils vivent aujourd'hui, je ne voudrais pas le vivre personnellement, puisque c'est terrible. Alors à la fois, on voit que l'enquête avance, que les gendarmes, que les juges d'instruction ont fait un travail considérable. Il faut louer ce travail. Mais voilà, on va arriver à un moment donné où on va peut-être retrouver quelque chose, des restes, des vêtements, une boudos, etc. Et là, ça sera... on va dire l'épilogue, on va se rendre compte ce qui est arrivé à la petite. Et puis ensuite, il y aura le temps de la... C'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais de la digestion, on va dire, de la découverte qu'on fera à un moment ou à un autre, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Vous savez, c'est souvent le hasard qui fait qu'on retrouve des restes d'un corps. On l'a vu pour le petit Émile, on l'a vu pour plein d'affaires que je gère, moi, sur notamment la région Rhône-Alpes et puis d'autres régions. C'est souvent le hasard, un promeneur, un randonneur, un cycliste qui va trouver un bout de corps. Donc là, ça sera peut-être le cas. Et à ce moment-là, eh bien, la famille va digérer, on va dire, cette information qui arrivera à un moment ou à un autre. Et à partir de là, elle va se dire, la justice a le temps maintenant de nous dire ce qui s'est passé et de rechercher le ou les coupables de la disparition de la petite Lina. Voilà, c'est un travail qui va laisser des traces aussi bien d'abord pour les enquêteurs que pour les magistrats, mais plus encore pour la famille et les proches, parce que ce qu'ils vivent là, je vous dis, c'est quelque chose que je ne voudrais pas vivre personnellement, puisque voyant la souffrance de toutes les familles que j'assiste déjà, j'imagine que pour la famille de la petite Lina, ça doit être terrible, terrible. Mais quelque part, elle a la sensation déjà que la justice fait son œuvre, et c'est beaucoup. Merci beaucoup, Maître Boulou. En effet, difficile pour la famille de Lina après ces 10 mois sans réponse. Lina qui a disparu le 23 septembre dernier aux alentours de Plaine où elle réside avec sa famille alors qu'elle se rendait à la gare pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Retour sur les faits justement, sur ce qu'il s'est passé depuis ce 23 septembre dernier avec Pierre-Louis Bousset. Il est 11h ce 23 septembre lorsque Lina, 15 ans, quitte le domicile familial pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Elle emprunte ce chemin, puis la départementale 350, direction la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Lina connaît bien ce trajet qu'elle a souvent effectué. Un témoin affirme avoir croisé l'adolescente seule à 11h15 sur la première partie de son chemin. C'est en passant sur la route qu'effectivement je l'ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait, je ne savais pas, et ça je ne savais pas plus, mais je l'ai croisée. Je suis repassé quelques minutes plus tard et elle n'était plus au bord de route. Alors, pris en stop ou pas, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Une autre personne déclare avoir aperçu Lina entre 11h20 et 11h30. Son petit ami Tao affirme de son côté avoir eu une conversation vidéo avec elle à 11h20. 2 minutes plus tard, le téléphone de Lina cesse d'émettre. Après la départementale, Lina devait emprunter cette piste cyclable. Mais les caméras de surveillance placées à cet endroit n'ont jamais capté d'image de la jeune fille. Les caméras de surveillance de la gare où elle devait se rendre non plus. Ce retraité, qui connaît Lina de vue, affirme l'avoir vue assise côté passager d'une voiture. J'ai vu Lina, elle a fait un coucou en passant. Et voilà, dans une voiture foncée, mais alors, avec ça, les couleurs changent. Elle avait son attitude normale, comme j'ai toujours connu, quoi. Pourtant, la maison du retraité ne se trouve pas sur le trajet que Lina aurait normalement dû emprunter pour se rendre à la gare. Voilà pour cette affaire avec le dernier rebondissement de la journée, ces fouilles qui ont débuté ce matin. Johanna Rosenblum, pour la famille et pour les enquêteurs, il faut être relativement prudent. J'imagine qu'on prépare l'annonce parce que l'annonce, à un moment ou à un autre, elle va arriver et ça va être terrible. Oui, déjà, comme le disait très bien Maître Boulou, avant l'annonce, il y a un travail d'équilibriste qui est fait entre les informations froides telles qu'on peut les livrer à la famille et puis maintenir un petit peu d'espoir tant que les faits ne sont pas réellement avérés. Et ensuite, quand on doit faire une annonce de décès, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les personnes à qui on annonce un décès, elles se souviendront de ces minutes-là
toute leur vie. Il n'y aura pas une journée, une nuit sans se rappeler de l'annonce qu'on leur a faite de la disparition de leur enfant. Donc il faut les bons mots, une humanité à toute épreuve, une grande empathie, une capacité à recevoir la tristesse, la colère, les cris, les pleurs de la personne à qui on va parler. Et puis aussi faire attention au lieu, trouver un endroit avec un minimum d'intimité pour pouvoir recueillir les émotions de la famille, entourer des gens qu'ils souhaitent avoir auprès d'eux au moment de l'annonce. Donc tout cela doit être très minutieusement fait, évidemment, pour que les choses soient le moins froid, acerbe et avec le maximum d'humanité pour aider cette famille à traverser l'épreuve. Mais justement, Maître Boulou, quand vous, qui avez l'habitude de travailler avec ces familles dans le cadre de ces recherches de disparus, est-ce que vous êtes accompagné pour trouver les bons mots, justement? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous accompagnez, par exemple, de psychologues pour faire ce genre d'annonce? Alors, très sincèrement, j'ai annoncé 3 fois le décès en 1 année et demie. Pas du tout. Nous ne sommes pas préparés. Alors, il y a des juges d'instruction qui vous téléphonent. Alors, c'est par exemple l'affaire du caporal Noyer. On m'a téléphoné à 21h sur mon téléphone portable pour me dire qu'on a retrouvé le crâne du caporal Noyer. Donc, il faut que je prévienne la famille à 21h. On ne m'a pas annoncé avant quelque chose, une information, rien. On m'a donné ça tout froid. Et moi-même, j'ai dû, après, trouver les mots pour annoncer au caporal, à la famille Noyer, le décès de leur fils. Je vous assure que je suis resté pendant un bon quart d'heure avec la famille au téléphone, à ne rien se dire. On pleurait tous ensemble. Ça a été très difficile. Pour l'affaire Bonfanti, ça a été pareil sur Grenoble. J'ai annoncé, mais là, la juge d'instruction m'avait préparé. Elle m'avait téléphoné alors que j'étais devant la cour d'assises de la Drôme en me disant qu'il allait se passer quelque chose dans la soirée. Et vers 22h, elle m'a téléphoné pour m'annoncer qu'on avait retrouvé donc, le crâne de Madame Bonfanti. Donc j'ai annoncé à 22h, 23h cela à la famille. Là, j'étais un peu plus préparé parce que j'avais déjà l'expérience de l'affaire du caporal Noyer. Et troisièmement, pour l'affaire Régis Pic, Éric Forêt dans la Drôme, j'ai annoncé également le décès, mais là j'ai été préparé par la juge d'instruction. Alors il y a eu tout un travail depuis les affaires Lelandais, il y a un avant et un après. Il faut savoir que les magistrats ont plus maintenant la culture, j'allais dire colcaise, ou la culture de ces affaires-là, qui font que maintenant les juges d'instruction prennent la peine de nous téléphoner un peu à l'avance pour que nous-mêmes on puisse trouver les mots, comme vous le disiez tout à l'heure, pour trouver les mots pour prévenir la famille. C'est toujours un moment délicat. Mais lorsqu'on a annoncé cette nouvelle avec les mots que l'on trouve comme ça instantanément, puisqu'on n'est pas nous-mêmes forcément toujours préparés, on sent une espèce, alors c'est peut-être pas le mot, la psychologue qui est sur votre plateau peut-être trouvera le meilleur mot, mais on sent une espèce de soulagement de la famille, des proches, de savoir que voilà, la personne qui a disparu est décédée. Maintenant on sait. Et maintenant, la justice peut faire son œuvre, peut prendre son temps. Et ça, c'est un moment très fort aussi que l'on vit ensemble. J'allais dire aussi, j'en termine, quand un juge d'instruction ou des juges d'instruction, comme il y en a 2 dans cette affaire aussi, trouvent des restes de la personne qui a disparu, on sent aussi chez eux une certaine, pas une fierté, non, c'est pas le mot, mais aussi un soulagement et une envie de dire, ben voilà, on a travaillé, on est satisfait du travail qu'on a fait. La découverte, elle est macabre, certes, mais au moins, on a travaillé, on a porté la vérité que les proches attendaient. Il y a aussi un travail très difficile pour les magistrats et les enquêteurs. N'oublions pas les enquêteurs, parce que ce sont les premiers qui sont sur place, qui découvrent les restes, les vêtements, etc., les corps. C'est aussi très dur pour eux. Il y a eu l'annonce aux juges d'instruction, parce qu'ils ont la direction de l'enquête, et les juges d'instruction viennent vers l'avocat des proches, et c'est une sorte de chaîne, mais à toute la longueur de cette chaîne, eh bien, tout le monde souffre, de l'enquêteur en passant par le juge jusqu'à la famille.
Merci infiniment, maître. Merci à tous les quatre d'ailleurs pour votre éclairage ce soir sur l'affaire. Lina. À 21h29, on en vient à cette autre actualité météo avec ces départements en vigilance orange aujourd'hui. Regardez cette carte, à la fois vigilance orange pour canicule et pour orage. 11 départements sont concernés donc par cette vigilance aux orages entre le centre et la région parisienne. On en parle avec notre spécialiste météo Kevin Fleury. Cette situation, c'est une dégradation orageuse. Elle est attendue quand? Parce qu'elle a été retardée un petit peu. Oui, elle a été retardée d'1 à 2 heures, selon les prévisionnistes de Météo France. Mais les premiers orages éclatent à l'heure actuelle, essentiellement dans le département du Loir-et-Cher. Plus de 4700 éclairs observés en moins de 2 heures. Donc c'est du sérieux, des orages qui donnent lieu à une activité électrique très importante. Je peux vous montrer une image de l'orage qui a frappé Blois il y a maintenant environ 3 quarts d'heure. On va voir en effet cette image de l'orage qui arrive sur cette commune. On la reverra un petit peu plus tard, mais là, ce que vous voyez, c'est l'animation satellite, avec en effet ces boules nuageuses qui naissent sur la carte, ici dans la région de Blois, qui remontent également vers le bassin parisien et qui sont associées à des phénomènes forts, des phénomènes virulents. En clair, quand vous voyez cette carte météo, plus les couleurs sont impactantes, donc violettes là, en l'occurrence, plus les précipitations sont intenses. C'est le cas. On a de la pluie, on a de la grêle et on a de fortes rafales de vent. Le vent qui se renforce à l'avant de certains orages. On a des rafales estimées à plus ou moins 100 km par heure il y a quelques instants dans la région de Châteaudun. Colonel Paletti, évidemment, quand il y a ce genre d'événement qui arrive, il faut rester extrêmement prudent, surtout pour ceux qui se déplacent en voiture. Il faut éviter de circuler dans ces moments-là. Oui, tout à fait. Malgré la répétition de ces vigilances orange, il est important de rappeler qu'il ne faut pas les banaliser. Derrière chaque vigilance orange, quel que soit le phénomène, il y a un phénomène potentiellement intense et et la vigilance a vocation à rappeler à la population, aux citoyens, les bons comportements pour éviter que la vigilance ait un impact sur eux. Dans le cadre de cette vigilance orange aux orages, plusieurs bons comportements sont à rappeler. Le fait tout d'abord en amont d'essayer de reporter ses déplacements et d'éviter de se déplacer si cela est possible. Lorsque nous sommes à l'extérieur, de ne pas s'abriter sous un arbre, de ne pas s'abriter sous son parapluie, d'essayer de s'abriter dans un endroit en dur, et à son domicile d'éteindre les appareils électriques et d'éviter d'utiliser les appareils électriques pendant le phénomène orageux. Voilà, ces quelques comportements vont permettre aux citoyens d'éviter que les orages aient un impact sur leur santé. Alors ça, c'est pour la population. Il y a certains spécialistes qui, eux, s'aventurent pour aller les observer, les étudier, ces orages au plus près. C'est le cas de Paul Marquis. Bonjour, vous êtes à distance avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Météorologue et ce qu'on appelle chasseur d'orage. Vous photographiez ces phénomènes météo assez spectaculaires. Aujourd'hui, vous allez justement vous y atteler à photographier ces orages. Alors ça dépend des jours, effectivement, comme j'ai beaucoup de travail, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Les orages sont quand même assez loin de Marseille, puisque j'habite Marseille. En revanche, effectivement, il y a des gros orages qui vont arriver sur la région parisienne d'ici 1 heure, 1 heure et demie, probablement entre 23h et minuit. Donc soyez prudents dans ce secteur-là. Et du coup, ces orages concernent actuellement les régions de Châteaudun, bientôt de Chartres ou encore de Rambouillet d'ici quelques heures. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant à voir, notamment à photographier, à aussi prendre en vidéo, pour du coup faire la meilleure photo, les meilleures vidéos pour partager après ses connaissances ou dans différents médias. Ouais. Oui, justement, avec qui est-ce que vous partagez ça? Parce que il y a le plaisir de voir ces images assez spectaculaires, de ces impacts, de ces éclairs, etc. Mais est-ce que ça a aussi une importance, par exemple, scientifique? Vous collaborez avec des scientifiques? Alors ça dépend effectivement de quel genre de photos on peut faire. On a ce qu'on appelle des vidéos, des photos d'éclairs à haute altitude. Ça s'appelle du coup des red sprites. Donc ça, c'est intéressant à étudier pour les scientifiques pour qu'ils comprennent comment se forment les éclairs et dans quelle perspective ils peuvent interagir avec la haute atmosphère. Donc ça, c'est toujours intéressant à étudier. Il y a toujours des éclairs de tailles différentes, de puissances différentes. Donc certaines photos sont parfois retenues par la communauté scientifique. C'est pas le cas tout le temps. Ça reste quand même assez rare, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on chasse un orage, on a toujours des phénomènes nouveaux qu'on peut observer, une formation qui va être différente, un tuba, une tornade, donc c'est toujours intéressant, c'est aussi passionnant, c'est aussi du coup ma passion forcément, donc ça dépend un peu selon la chasse à l'orage qu'on effectue, mais c'est toujours en tout cas assez intéressant à chasser et à étudier. Ouais. Merci Paul Marquis, météorologue et chasseur d'images. Alors on l'a vu à l'instant, les orages, Kevin,
Juste avant, il y avait dans 45 départements, la canicule, elle est toujours là. Hein. Oui, en effet, la carte de vigilance n'a pas changé en ce qui concerne le nombre de départements placés en vigilance orange pour canicule. Hein. Ce sont 45 départements au total. 12, on le rappelle, pour le risque d'orage. On a atteint des sommets encore aujourd'hui en France et notamment dans la région sud, la partie sud du territoire, avec des valeurs qui ont pu se rapprocher et même dépasser les 40 degrés. Record absolu battu pour cette commune du département de l'Aude avec 41 degrés 1. La station est ouverte depuis 1991. Assez historique donc pour pouvoir valider cette donnée tout à fait remarquable dans un département qui n'est pas placé en vigilance orange. Alors, rapidement, les valeurs les plus importantes relevées en cours d'après-midi. À 16h, on a dépassé les 40 degrés dans certaines plaines de la basse vallée du Rhône. On s'en est sérieusement rapproché ailleurs, hein, du côté de Toulouse, près de 39 degrés, jusqu'à 37 pour Poitiers. Et puis enfin, le ressenti, très désagréable également en cours de journée. On appelle ça l'indice Humidex, qui nous donne une évaluation en fait de ce que l'on ressent nous en sortant dehors lorsque l'humidité est importante et lorsque les valeurs sont élevées. On a atteint des niveaux records jamais vus dans la région par exemple de Nevers avec un ressenti de 46 tout à l'heure en début de soirée. C'est assez impressionnant. On va voir comment les Français le vivent sur le terrain aujourd'hui, un peu partout en France, parce qu'on a vu que cette vigilance orange s'est répandue dans plus de la moitié des départements de l'Hexagone. Illustration dans le sud-ouest, avec des températures élevées depuis plusieurs jours déjà, n'est-ce pas, Rebecca Blanc-Lelouch? Vous êtes, vous, à Bordeaux, et il a fait très chaud aujourd'hui encore dans le centre de la ville. Il fait encore très chaud aujourd'hui à Bordeaux, surtout cet après-midi. On a dépassé les 38 degrés entre midi et 16h. Il faisait encore plus chaud hier quand même. On était à plus de 41 degrés. Donc ça commence à redescendre progressivement, doucement mais sûrement. Et donc voilà, vous pouvez le voir, les gens viennent se poser à l'ombre, sous les arbres, dans les parcs publics. Ici, c'est le jardin public qui a d'ailleurs pris une disposition spéciale canicule et qui va fermer ce soir à 23h au lieu de 20h. Ça fait partie des mesures qui ont été prises par le département, par la commune. Ici, à Bordeaux, d'autres mesures sont prises. Il y a des humidificateurs qui ont été disposés. Les centres d'hébergement, d'accueil d'urgence également sont ouverts toute la journée pour pouvoir accueillir les personnes en situation de grande précarité. Donc voilà, pas mal de mesures qui ont été prises en conséquence ici à Bordeaux pour supporter ces fortes chaleurs qui devront redevenir un peu plus normales d'ici demain. Alors, la canicule s'est installée en France depuis quelques heures, quelques jours même, colonel Paletti. Là aussi, quels conseils concrets pour les Français qui nous regardent ? Autre vigilance et autre consigne de bon comportement selon 3 axes. Le premier, au quotidien, éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, fermer les volets et les fenêtres de son domicile et les ouvrir le soir au moment où il fait le moins chaud, et donc rester plutôt au frais aux heures les plus chaudes de la journée. Un conseil d'alimentation et d'hydratation, s'hydrater tout au long de la journée et bien avant d'avoir soif, et avoir une alimentation équilibrée en mangeant plutôt des produits frais. Éviter de consommer de l'alcool qui accélère les problématiques de déshydratation. Et enfin, le troisième bon comportement est celui de la solidarité, prendre soin des personnes fragiles, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants ou les nourrissons, veiller à ce que leur situation soit prise en compte. Et dans ce cadre-là, les communes mettent en place des dispositifs de prise de contact des personnes âgées pour prendre soin d'elles et pour éviter que la situation de canicule ait un impact sur leur santé. Donc l'ensemble de ces bons comportements vise à la fois individuellement à éviter que la situation de canicule ait un impact, et puis aussi collectivement permet de limiter les sollicitations pour les hôpitaux, pour les forces de secours, et de façon à ce que collectivement on puisse sortir de cette période. Et puis on évite aussi de solliciter les organismes, de faire trop d'exercices avec ces fortes chaleurs, à part pour les sportifs des JO. Mais voilà, il y a aussi cette consigne de bon comportement-là, d'éviter les activités sportives aux heures les plus chaudes de la journée et d'adapter aussi les activités sportives à la situation, à son état et à son ressenti. Alors il y a les spectateurs au JO, il y a les athlètes et puis il y a ceux qui travaillent, qui sont sur les chantiers par exemple en plein été. Donc là, par rapport aux travailleurs, en particulier les chantiers de maçonnerie ou tous les chantiers extérieurs, sous l'égide des employeurs, des dispositifs sont à mettre en place pour justement éviter de travailler aux heures les plus chaudes de la journée et permettre aux employés de s'hydrater tout au long de la journée de façon à ce qu'ils puissent à la fois maintenir leur activité professionnelle et aussi maintenir leur santé. Est-ce que dans ces conditions, il est judicieux de modifier les horaires de travail, commencer à travailler plus tôt le matin et pas travailler la journée, quoi?
Quand cela est possible, les consignes générales dans ce cadre-là ne sont pas forcément très adaptées, mais ce qui est sûr, c'est que localement, sous la responsabilité des employeurs, toutes les mesures qui visent à protéger la santé des salariés et des employés sont à mettre en œuvre. Alors, on va faire un petit tour d'horizon, justement, pour voir comment ça s'est passé cette journée, comment les Français l'ont vécu. Cette deuxième journée de canicule, on en parle depuis plusieurs heures, plusieurs jours depuis maintenant sur notre antenne. Tour d'horizon avec ce reportage de Matteo Schiaravino. T-shirt sans manches, short et casquette vissée sur la tête. Claire a tout prévu pour ne pas souffrir de la chaleur. On a emmené de l'eau, on a pris les casquettes, les lunettes de soleil que j'ai dans mon sac, j'ai un brumisateur, la crème solaire. Comme elle, ils sont nombreux à venir assister aux épreuves de tir à l'arc dans des gradins à découvert et sous une chaleur étouffante. Pas de quoi effrayer Patrick pour autant. Moi, je tolère bien la chaleur. Je suis un vrai serpent, donc je n'ai pas de crainte. Enfin, je n'ai pas de crainte, mais je vais quand même acheter un chapeau parce que les accidents, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Pour éviter la surchauffe, des brumisateurs géants et des points d'eau gratuits sont mis à disposition aux abords des stades. Mickaël compte bien en profiter. Il est venu tout droit du centre de la France pour assister aux épreuves. Dès son départ, il a été prévenu de la chaleur qui l'attendait à Paris. On a reçu pas mal de textos, que ce soit de la SNCF, parce qu'on est venu en train, que ce soit ensuite de Paris 2024, qui dit de s'hydrater, etc. Non, c'est vrai que les messages de conseils sont présents et c'est très bien. Mais malgré le temps, Zoé est prête à faire des concessions face à l'ampleur de l'événement. C'est sûr que c'est pas très agréable, mais ça va. On va dire que c'est pas tous les jours comme ça, donc... Puis c'est pour voir quelque chose d'extraordinaire, donc on fait avec. D'après Météo France, les températures devraient diminuer d'ici jeudi. Si la chaleur reste étouffante, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a la possibilité de modifier les horaires ou de reporter des épreuves. Voilà pour la journée très chaude qu'ont vécu ces Français aujourd'hui. Kevin Fleury, comment ça va se passer ces prochains jours? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas retrouver une carte de vigilance jaune rapidement. C'est vrai que ça va se faire étape par étape. Sans doute dès demain matin, le retrait de 4, 5, 6 départements de la vigilance orange canicule, visiblement dans le sud-ouest de la France, qui va retrouver des valeurs un petit peu plus respirables. On pense à la Charente-Maritime, à la Gironde, peut-être certains départements pyrénéens. En revanche, on va surveiller le département du Var, parce que là, au contraire, ça ne s'annonce pas bien frais pour tout de suite, avec des nuits tropicales qui devraient perdurer. Là, vous voyez la carte pour demain après-midi, température maximale. Mais avant cela, on a évidemment cette nuit à supporter, avec des valeurs encore très importantes. Le thermomètre qui n'arrivera pas à repasser en dessous de la barre des 25 degrés dans certaines plaines du sud-ouest. Et on pourrait même avoir en plein cœur de la nuit, entre la Corse et le continent, la Côte d'Azur, un thermomètre autour des 27 degrés. À 21h42 sur BFM TV, on va ouvrir un gros dossier Jeux Olympiques ce soir, comme tous les soirs, car aujourd'hui, la journée, une nouvelle fois, a été riche et fertile en rebondissements dans les stades, les bassins, judo, natation. Bonsoir Julie Galap. Bonsoir. À la une, donc, l'équipe de France qui s'est inclinée face à l'Italie lors de la finale à l'épée. Et ça, c'est de l'escrime. Et oui, c'est de l'escrime. On n'était pas loin d'une nouvelle Marseillaise au Grand Palais. Marie-Florence Candassamy, Oriane Malo-Breton, qui étaient déjà en argent en individuel. Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie ont été battues par les Italiennes. Une finale qu'elles ont d'abord dominée et puis elles se sont finalement inclinées au bout du suspense à la mort subite. 29 touches à 30. Elles rapportent tout de même, les Françaises, la 5e médaille à l'escrime tricolore. Et un peu plus tôt, petite désillusion du côté du judo avec Clarisse Agbenienou qui a décroché le bronze dans sa catégorie moins de 63 kilos. Et oui, une déception parce que c'est la championne olympique sortante Clarisse Agbenienou qui visait un 2e titre consécutif aux Jeux Olympiques. Elle s'est remobilisée pour vaincre l'Autrichienne Lubiana Piovesana dans le combat pour la 3e place. Victoire sur ippon pour la Française. Elle remporte tout de même sa 4e médaille olympique. C'est quand même pas mal. Elle était évidemment déçue après son combat, Clarisse Agbenienou. Je suis tellement déçue que même au début du combat, j'étais pas du tout dedans. Et je me suis dit non mais je peux pas faire ça là. Je me suis dit Clarisse, tu peux pas lâcher, c'est une médaille et tu t'en voudras encore plus si tu l'as pas derrière. Et je prendrai le temps de la savourer, de la regarder et de l'apprécier parce que c'était pas chose simple et le parcours est incroyable. Je pouvais pas penser qu'après une grossesse, je pouvais revenir et faire une médaille olympique à la maison. Et puis il y a les travaux engagés par Léon Marchand dès dimanche. Ils se poursuivent et ça s'est bien passé ce soir. Ça s'est bien passé ce soir pour le champion olympique du 400 mètres 4 nages. Il s'était économisé lors de ses séries aujourd'hui. Ce matin, il s'est qualifié pour la finale du 200 mètres papillon ce soir en remportant sa demi-finale. Il était déjà en tête à mi-course et il compte
une demi-seconde d'avance sur son dauphin Ilia Karoun. La finale aura lieu mercredi. Et puis c'est pas fini pour Léon Marchand ce soir parce qu'aux alentours de 22h, il aura une autre demi-finale au programme. Ce sera le 200 mètres bras. Il ne s'arrête jamais ce nageur. Allez, un résultat de basket maintenant, Julie, puisque la France est bien employée face au Japon aujourd'hui. Elle a lutté, l'équipe de France de Victor Wembanyama. C'était son deuxième match dans ce tournoi olympique de basketball. Mené de 4 points, ils arrachent la prolongation sur ce shoot à 3 points de Matthew Strazel avec la faute. Le meneur termine avec 17 points. Victor Wembanyama a lui inscrit 18 points, donné 6 passes et pris 11 rebonds. L'équipe de France qui fait un grand pas vers les quarts de finale. Du coup, au tableau des médailles, c'est plutôt très très bien. Hein. C'est plutôt très très bien pour l'équipe de France qui est troisième. Avec 18 médailles au total, dont 5 en or. On rappelle l'équipe de France à l'épée féminine qui a rapporté l'argent ce soir. Et puis un classement qui est toujours dominé par le Japon. Merci pour ce point très précis, Julie Alap. Allez, on va prendre la direction de ce fameux Club France. On le connaît bien maintenant. Direction Paris, à La Villette, dans le nord de la capitale, pour retrouver Angie Loita, ce lieu entre fan zone et lieu de rencontre entre les athlètes médaillés et les fans, les supporters qui sont là toute la journée à regarder sur ces grands écrans, ensemble, à communier devant les exploits de nos Bleus. Et aujourd'hui, quelle est l'ambiance ? L'ambiance, c'est un peu les montagnes russes là, sur les dernières minutes, parce qu'on a eu évidemment cette médaille d'argent qui a fait plaisir finalement aux gens ici. Mais ils espéraient tous l'or sur l'escrime, les épéistes françaises. Et puis, il y a à l'instant la demi-finale du 100 mètres nage libre de Beryl Gastaledo sur la natation, qui, bien, elle aussi, ne se qualifiera pas pour la finale. Donc voilà, il y a des petites déceptions. Il y a Léon Marchand qui arrive dans à peu près 20 minutes également, qui sera diffusé ici sur les écrans pour son autre demi-finale. L'homme qui est sur tous les bassins, sur tous les tableaux, Poséidon, qui est absolument partout, qui éblouit les gens autour de nous aussi. Donc ça va peut-être mettre un peu de baume au cœur aux gens qui viennent de vivre ici une petite déception, il faut quand même bien le dire. Mais pour vous rendre compte, quand même, cet endroit était noir de monde il y a une quinzaine de minutes. Tout le monde a vécu des émotions extrêmement intenses. Et il y a même des gens qui se mettent à chanter malgré tout Free From Desire. Ça reste quand même un classique maintenant pour nous, supporters français, supporters bleus qui vibrons ici au Club France. Très belle chute. Gala qui revient vraiment en force avec nos sportifs, décidément. Au Club France. Vraiment, décidément, il nous donne envie. On en parle en tout cas de ces JO avec Yvan Gastaud. Bonsoir, vous êtes historien du sport. Depuis 3 jours, on le voit, les exploits s'enchaînent. Il y a parfois des déconvenus, on l'a vu ce soir avec la reine Clarisse, qui, cela dit, a empoché la médaille de bronze. L'historien, il porte quel regard depuis 3 jours sur ces Jeux Olympiques de Paris ? On est attentif à tout ce qui se passe au quotidien. On est observateur de l'événement parce que c'est un événement attendu. Donc déjà, dans nos agendas, on savait qu'il fallait bloquer ces 15 jours lorsqu'on est un amateur de sport et que l'on suit de près les compétitions. C'est le cas. On voit que les Français sont au rendez-vous. La France sportive est aussi très mobilisée. Donc, malgré tous les désagréments qu'on a pu évoquer, c'est un événement qui, pour l'instant, sur le début de la compétition, tient toutes ses promesses et a cette capacité de rassembler qu'on a beaucoup mis en avant. On l'a vu dans le précédent reportage au Club France, on le voit dans les tribunes, malgré la chaleur. Il y a un engouement du public, sans doute aussi un engouement du public derrière les écrans pour suivre ces compétitions. Donc oui, ce qui se passe à Paris depuis vendredi soir, depuis la cérémonie d'ouverture, c'est un événement qui marquera sans doute la France et qui la marquera sans doute davantage si le nombre de médailles continue à être aussi brillant, ce qui sera une manière de bouleverser l'ordre établi. On voit déjà que dans la hiérarchie des médailles, on a plutôt l'Asie qui est en tête, le Japon et Chine devant la France. Donc peut-être que, bien sûr, les États-Unis vont sans doute refaire leur retard, mais il y a une hiérarchie mondiale qui se joue autour de ces compétitions. Alors, il y a forcément dans ces images, dans ce qu'on va garder historiquement de ces Jeux, les performances des sportifs et ces noms de sportifs français qui vont marquer les mémoires, qui vont s'inscrire dans la légende. Il y en a quelques-uns, lesquels pour vous, on pense évidemment à Léon Marchand, on pense évidemment à Antoine Dupont, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui est déjà marquant dans ce que les Français font en ce début de JO ?
Oui, vous avez raison. Les Jeux Olympiques, c'est bien sûr des compétitions, c'est bien sûr des sports que l'on découvre souvent lors de cette quinzaine, hein, parce que si les Français s'alignent et sont brillants, c'est souvent montré. Donc on découvre peut-être le tir à l'arc, peut-être le canoë-kayak, comme on l'a fait avec Tony Estanguet il y a quelques décennies, des sports qu'on n'a pas l'habitude de regarder. C'est une manière aussi de découvrir, et ça peut avoir des retombées aussi pour les fédérations, avec des systèmes d'adhésion d'enfants par la suite à la rentrée. Donc tout ça est très important. Et oui, vous avez raison aussi, le sport et les Jeux Olympiques, ce sont des figures, des héros qui ont une sorte de situation privilégiée depuis le début des Jeux Olympiques, hein, depuis la naissance, ou plutôt la renaissance des Jeux Olympiques en 1896. Chaque Olympiade a sa moisson de héros, alors des héros mondiaux, qui ont, par leurs gestes, par leurs exploits, eu l'occasion de devenir des stars planétaires. On en a bien des exemples depuis la fin du 19e siècle. Et puis des héros nationaux. Hein. Une des constantes des Jeux Olympiques, c'est de suivre de manière très précise, comme on est en train de le faire aujourd'hui, nos petits Français, nos petites Françaises, et de les chérir et de les aduler. On en a un lot des anciens, hein, Teddy Riner par exemple, qui est déjà un héros avant même le début de cette compétition. Clarisse Abdenenou, malgré la petite déconvenue de il y a Pauline Ferrand-Prévot quand même, deuxième médaille d'or, hein, pour aussi citer les femmes. Exactement, hein, Clarisse Abdenenou également, et des héros qui deviennent aussi des héros, des nouveaux héros, des figures qui émergent et qui apparaissent comme effectivement Léon Marchand. On dit justement sur le bandeau, juste en dessous de vous, natation, le phénomène Léon Marchand. C'est le bon superlatif pour entrer dans la légende. C'est quoi, c'est quoi le mot qui va lui correspondre le mieux? Oui, vous avez raison. Pour parler, quand on parle de sport, il y a effectivement des personnes, des sportifs qui deviennent des héros. C'est un mélange un peu étrange qui s'opère par là. Hein. Bien sûr, pour être un héros, il faut être performant. Hein. C'est souvent une grande performance qui vous amène à être héros. Pas toujours, parce qu'en France, on a par exemple à un moment donné eu Raymond Poulidor qui n'a jamais gagné le Tour de France, mais qui pour autant est devenu un héros français. Mais globalement, il faut quand même avoir une excellence sportive, ça c'est un élément. Mais il faut aussi avoir autre chose, cette capacité à incarner la passion du public par ses origines, par ce qu'on est, par sa manière d'être, et à l'incarner aussi par ses positions, par ce qu'on montre de soi. Et il me semble que Léon Marchand a toutes les capacités pour devenir un nouvel héros français dans ce cadre. Et d'ailleurs, la France, comme les autres pays, ont besoin de se retrouver autour de personnages, autour de figures. Il me semble que la natation est un sport qui est très important pour la France, comme d'ailleurs le judo, on l'a vu, comme l'escrime. Et Léon Marchand est peut-être de cette veine des héros comme on a eu lors des générations précédentes. Merci Yvan Gastaut, historien du sport. Merci pour votre éclairage ce soir, sur ces Jeux Olympiques on en perd la notion du temps. de Paris. Allez, tout de suite la météo.